tac, ils vont se ruer sur le Bitcoin. Yes, salut Maël. Salut, ça va? Ça va, ça va. Euh, alors, je contextualise un petit peu. On s'est rencontrés sur les réseaux. Ouais, On n'est pas du tout du même domaine et c'est pour ça que ça a été intéressant de discuter ensemble. C'est que toi, tu es dans le domaine de la crypto ouais, et c'est ça, moi, je suis dans le domaine du trading, c'est ça. Investissement actif versus investissement semi-actif. voire même totalement actif. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais oui, c'est clair, investissement relativement actif pour moi, puisque du coup, je suis en day trading. Et d'ailleurs, j'avais une question. Parce que ça me turlupine, tu vois? On a discuté, on en a rigolé un petit peu. Comment, à 24 ans, on se décide à faire une activité d'investisseur de vieux, alors que moi, qui ai plus de la trentaine, bah, je suis dans du day trading, dans quelque chose d'actif. Normalement, ça devrait être l'inverse. Donc comment tu as fait pour te retrouver dans l'investissement? Bah, en fait, le truc, moi, c'est que au début, j'ai commencé aussi par le trading. À la base des bases, j'ai commencé par le trading. Je tradais pas mal la crypto parce que c'est quand j'ai découvert la crypto que j'ai commencé à me mettre dans les marchés financiers. Mmh. Et le truc, c'est que la crypto, c'est quand même actif. C'est-à-dire que c'est pas de l'investissement, tu vois, où tu mets du DCA sur du S&P 500 ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, en parlant des Et ETF, ouais. du coup, tu as quand même un certain rendement annuel que tu peux aller chercher. Typiquement, en trading, je sais pas combien, on en parlera plus tard, mais combien les rendements qu'on peut aller chercher en termes de pourcentage, mais en crypto, par exemple, on peut largement aller chercher du 50 en moyenne par an si on lisse, tu vois? Oui, ouais, ouais. Hem et Ouais, du c'est coup, vrai au que ouais. final, le rendement et l'investissement est quand même très actif. C'est-à-dire que j'ai des positions que je vais garder 2 mois, 3 mois, des fois 1 an, ça dépend, mais globalement, je garde jamais mes positions plus de 2 ans. OK, OK. Ah Donc oui. ça reste quand même actif. Tu vois? C'est pour ça que j'ai dit semi-actif, tu vois, dans l'intro. Je pense que, tu vois, c'est quand même c'est-à-dire qu'on a quand même, bah, on change, beaucoup, que ce soit en USDC et après en Bitcoin et cetera. On refait des switches entre Ouais, tu les, fais des switches entre les aussi entre cryptos. les actifs pour, conserver de la valeur? C'est ça. OK. C'est-à-dire que, par exemple, bah, quand on était proche du top en août 2025, Mmh. bah, je suis sorti et j'ai sorti 80 en USDT, tu vois? OK. Ah, Et quand tu parles du top, je te coupe 2 petites ouais, secondes, mais quand vas-y. tu parles du top, c'est quand on a atteint les 100K? Non, ouais, on était à 120 et quelques, ouais, à ce moment-là. OK, OK. C'est vrai que Ouais. moi, j'avais fait un petit peu de DCA, sur le BTC quand il était dans les 30 et par Mmh. contre, moi, j'ai tout vendu, au 100 parce que je savais que ça allait mettre une plombe. On passe de 5 chiffres à 6 chiffres. Ouais. Psychologiquement, tu savais que Bah, en ça fait, allait j'ai fait ranger, ça quoi. aussi, mais tu vois, c'est là où au final, tu vois, j'ai quand même un gros investissement actif. C'est-à-dire que j'ai fait ça et tu sais quand Trump a été élu et tout a explosé, Ouais, à ce moment-là, j'ai vendu, mais au moment des tarifs douaniers, j'avais fait une analyse fondamentale et cetera. Donc ce que tu peux faire typiquement en trading ou quoi, hein, c'est vraiment un truc, qui marche c'est un peu du entre guillemets, «mon investissement», c'est un peu du swing trading, ouais, si on voulait comparer. oui, c'est comparable, ouais. Ouais, c'est ça et du coup, pendant les tarifs douaniers, pour moi, on était vraiment trop bas par rapport à ce qu'était réellement et je me suis dit que ça allait forcément s'améliorer parce que le pire était déjà intégré dans le prix et OK. donc au moment où le pire est déjà intégré dans le prix, bah, justement, j'ai voulu jouer là-dessus et aller chercher, bah, des cryptos et d'ailleurs, j'ai pu faire des investissements qui m'ont rapporté fois 3 en 1 mois, tu vois? OK, OK. Donc vraiment aussi le bon timing. Parce que je Mmh. m'étais fait, quelques notes, quelques petites questions. Hem, du coup, je vais juste me permettre de prendre la première, qui rejoint un petit peu ce que tu disais. Je me posais la question, toi, comment tu fonctionnes et qu'est-ce que tu conseillerais? C'est plus du DCA ou de l'achat-vente en zone clé? Moi, pour moi, le DCA, entre guillemets, à part sur Bitcoin, dans Ouais, une horizon de 30 ans ou 20 ans ou 15 ans, enfin une horizon de plus que 5 ans en tout cas, c'est à bannir. OK. C'est à l'opposé de ce que vont dire les gens sur les réseaux, mais parce que les gens sur les réseaux, ils essayent des fois de trop simplifier la chose. Mais la vérité, c'est que entre quelqu'un qui va investir sur des zones clés comme je le fais, avec une vraie stratégie de timing, et cetera, il y a quand même pas mal de travail derrière, mais bah, la performance, elle va être du simple au triple, au quadruple. OK. Et sur 20 ans, même sur 20 ans, ça va être hallucinant la différence. C'est-à-dire que ce qu'on va faire sur un cycle, les gens vont le faire sur 10 ans. Tu Ouais. vois? Plus de 10 ans. Nous, on va le faire sur 2 3 ans. Donc ça change tout et je parle là seulement sur la stratégie Bitcoin. Parce que si on parle des altcoins, même Ethereum et cetera, je vois pas l'intérêt d'aller chercher du DCA sur Ethereum ou quoi. J'achèterais seulement du Bitcoin si je voulais DCA, tu vois, à long terme, mais OK. c'est pas du tout dans ma stratégie personnellement. Mais c'est quelque chose
qu'on peut faire si on veut préparer sa retraite ou si on veut être exposé au Bitcoin et qu'on a zéro connaissance, tu vois. Ouais. Et tu penses qu'on peut, parce que moi c'est un petit peu ce que j'avais fait. Tu penses qu'on peut coupler les deux, avoir du DCA dans des niveaux clés? Parce que moi, Ouais. enfin si je parle, j'ai pas fait énormément d'investissements en crypto. D'ailleurs, bah, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai mis des billes en crypto, c'était en 2021. Donc toi qui connais les prix, tu sais quand on était à 60 000, Ouais. j'ai investi à ce moment-là moi. Ok. Donc j'ai Ouais. connu, j'ai Proche connu du la top. chute à 30 où bah, je commençais tout juste les marchés financiers, hein. Je découvrais, parce que moi j'étais rentré, pour la crypto à la base. C'est ensuite Mm. que j'ai bifurqué sur le forex parce que la crypto, bon, on a beau dire ce qu'on veut, ça je sais que tu l'entends très souvent, la crypto c'est hyper volatile. Ouais, clairement. Que tous ceux qui regardent ce podcast regardent les paires en JPY, USD JPY ou quoi que ce soit en paire forex, ils vont voir ce que c'est que de la volatilité. Ouais, aussi. Ouais, vraiment, C'est la vrai. crypto n'est pas si volatile que ça par rapport à d'autres actifs. Bah, c'est un peu une idée reçue dans le sens où, OK, il y a des prix qui varient énormément et par exemple, il y a des gens aussi, par exemple, je pense au gold. Ouais. Les gens sont là en mode le gold, par exemple, c'est un investissement, tu sais, safe, et cetera, très peu volatile. Mais c'est tout l'inverse. Non, non, Les gens qui c'est connaissent faux. pas, ils disent que c'est pas volatile, que c'est des trucs. Mais en vrai, quand tu es Ouais. dedans, tu sais très bien que c'est tout l'inverse, tu vois? Bah, C'est des idées reçues qu'on a. le gold, tu vois? Donc moi, je suis sur les marchés forex, indices et commodities. Le gold, tu as 60 des acteurs du gold, ce sont des algorithmes. Ouais, c'est clair. Tu as C'est 60 d'algo. Donc en fait, n non, la volatilité, elle est juste ouf. Le prix, il mmh passe beaucoup de temps à consolider, à tout mitigate avant de partir d'un coup. Non, non, le le gold, effectivement, c'est très volatile, ouais. et oui et en plus, le gold, il a fait x3 presque, pas loin de x3, un peu moins de x3 entre 2023 et maintenant à peu près. Mmh, Il faut se dire qu'en fait, les gens comprennent pas que si un actif fait x3, ça veut dire qu'il peut perdre 60 de sa valeur facilement. bien sûr. C'est pas impossible. Tu vois? Genre et typiquement, j'avais eu pas mal de critiques parce que j'avais dit justement de vendre du gold qu'on était au top et tout, tu sais? Au moment où il y a toute l'euphorie, Ouais. on joue pas mal sur les Une fois qu'on émotions. a passé les 5 000, quoi. Ouais, c'est ça. Que c'était ça, hein, On était à 5 500 quand j'ai dit à peu près, je crois mmh, et les gens ils me disaient: «Oui, mon or, je le garde jusqu'à 13 000 n'écoutez pas ce gars» et cetera sur les tu sais, sur les ouais, TikTok, les trucs comme ça et ça m'a fait rire parce que c'est typiquement ce qu'on voit quand Bitcoin est à 125 000, tu vois? C'est ouais, tout le temps ce qu'on voit quand il y a une hyper euphorie sur le marché et ça, c'est justement, si je devais donner un «conseil» entre guillemets, bah, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais si je devais donner un conseil, pour profiter justement, bah, du marché Bitcoin pour trouver les zones clés, en vérité, pour trouver des zones clés sur Bitcoin, vous avez juste à regarder le Fear and Greed Index, le RSI Weekly. Au moment où le Fear and Greed Index est aux alentours de moins de 20 et que le RSI Weekly est aux alentours de 30, là, on est tout le temps sur des niveaux que si on achète en DCA à ce moment-là, on est sûr d'être rentable sur 2-3 ans. OK, C'est pas ma stratégie, elle est pas basée que sur ça, mais juste avec ça, déjà, si tu regardes, bah, ça te faisait acheter du Bitcoin à 15 000 typiquement. d'accord, d'accord, ouais, Donc, pas mal du tout. et là, ça te l'aurait fait acheter à 60 000. D'ailleurs, chose que j'ai faite. Et après, là, je l'ai revendu, par exemple, à 82 000 récemment. Donc, tu vois, c'est quand même de l'investissement actif. Ouais, OK, OK. Ça, c'est amusant, ce que tu dis par rapport, au Fear and Greed, par rapport à ce qu'on peut voir sur les réseaux et tout. Je me souviens, il y a pas si longtemps que ça, j'ai plus la date précise, je crois que c'était fin d'année dernière. Hem, il y en a beaucoup qui partageaient un message de CZ. Donc pour ceux qui connaissent pas, CZ, c'est le CEO de Binance. Et qui disait que l'année allait être incroyable et tout. Et je regardais les commentaires et j'en voyais plein: «Putain, s'il le dit, c'est que c'est vrai et tout». Alors que c'est totalement l'inverse. On a beau dire ce qu'on veut, tu Exactement. sais, on parle de manipulation de marché, tout le monde le sait et pourtant tout le monde se fait avoir à chaque fois. On parle de délit d'initié, mais quand des personnes annoncent, des personnes publiques annoncent que tel actif, c'est l'actif qu'il faut acheter, c'est qu'eux sont prêts à vendre Clairement. et ça, les gens comprennent pas. Et oui, à 100%. Et en plus, CZ, justement, récemment, il a refait un tweet, justement, en disant, et qu'on était aux 82 000 d'ailleurs, j'ai fait une vidéo exprès, tu vois, pour dire qu'on allait descendre, etc. Il a refait un tweet en disant qu'il allait avoir un super cycle. D'ailleurs, j'ai même mis le screen dans ma vidéo et là, on est quoi, une semaine après ma vidéo, Ouais, on est passé de 82 000 à aujourd'hui, je crois, on était à 73, un truc OK. comme ça, 74, un truc comme ça. Et donc, on voit que il y a quand même un gros problème d'émotion sur le marché. Et c'est ce que je dirais à chaque investisseur qui commence, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions et de vous Ouais. fier à de la data, c'est-à-dire que votre stratégie n'est pas bonne.
Parce que Parce qu'il y a si, pas de au stratégie. moment, au moment où tu gagnes trop d'argent, moi aussi, je suis passé par là. Il y a des mois où j'étais cuisinier à l'époque, tu vois, et j'arrivais et je faisais 10 000 € la journée. Genre, c'est n'importe quoi. Ouais. Et à ce moment-là, tu commences à perdre au pied. Mais qu'est-ce qui a fait? Bon, j'ai pas réussi à sécuriser les 10 000, mais qu'est-ce qui a fait que je suis reparti avec 7 000 au lieu de partir avec zéro, comme la majorité ou même en perte? Bah, c'était littéralement d'avoir ces petits indicateurs, etc., qui me disent, attends, rationalise un petit peu. Ouais. J'ai mon RSI qui me dit ça, j'ai mon Fear and Greed Index qui me dit ça, les tweets, tout le monde dit qu'on va to the moon. Est-ce que c'est pas le moment de prendre ses profits, tu vois? Ouais, ouais, ça c'est très bien. Ça, tu vois, je le vois aussi moi dans mon activité parce qu'on n'est pas sur les mêmes marchés, on n'est pas sur le même fonctionnement, mais la psychologie humaine reste la même. Moi, je le dis, l'un des pires trucs qu'il peut y avoir dans ton activité d'investisseur, de trading ou autre, c'est l'espoir. L'espoir, Clairement. moi je trouve que c'est destructeur parce qu'à chaque fois, on est plus factuel, on est plus rationnel. Si on laisse l'espoir prendre le dessus, c'est à ce moment-là où tu dis: «Ah mais pourquoi pas, le prix il peut continuer à monter ou machin», alors que tu avais défini ton niveau, tu étais censé te payer ici et tu vas pas le Mmh. faire. Et comme tu t'es pas payé, c'est là où tu viens, tu sais, dans une boucle un petit peu infernale parce que comme tu t'es pas payé et que tu vois le prix qui retrace ensuite, tu dis: «Bah non, j'aurais pu gagner ça, je veux pas gagner que ça» et tu vois le prix revenir, 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 revenir et à un moment, en fait, tu te retrouves flat, voire même tu restes attaché à ta position et tu es en perte latente, voire même tu finis par cramer, quoi. C'est ça. Et c'est exactement pour ça que quand tu regardes, que ça soit en trading, ça marche très bien. Les gens qui déplacent leur SL, par exemple, ou Ouais, qui déplacent leur TP, c'est-à-dire qu'ils vont avoir même tendance. Il y a deux syndromes en trading, par exemple, que je connais un petit peu parce que j'ai fait pas mal de trading. C'est-à-dire que au début, quand ça commence à monter, quand ils ont une position longue, par exemple, et que ça commence à monter, ouais, en fait, ils vont couper leur gain hyper rapidement, donc à 0,5 R. Et derrière, quand ça descend, ils vont avoir un SL du coup de 1 R ou de 2 R, peu importe. Et le truc, c'est que le RSL, après, ils vont dire, oh, allez, je peux le déplacer. Allez, let's go perdre un R de plus au cas où, mais peut-être ça remonte après cette prise de liquidité. Et à chaque fois, ils vont descendre en fonction de la dernière prise de liquidité, etc., jusqu'à aller à l'infini et ouais. perdre 10% sur un trade, quoi. Ouais, non, c'est un super mauvais management parce que mais l'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça et malheureusement, les marchés financiers sont clairement le reflet, de l'esprit humain. En tout cas, Clairement. on en parlera, une prochaine fois, mais c'est comme ça que je traite d'ailleurs. J'utilise la psychologie humaine bien plus que des concepts et Ok, enfin moi je trouve ça pareil. assez fascinant. Les marchés pour moi, c'est l'électrocardiogramme de Mm. l'économie mondiale. Ouais, Donc en crypto, c'est pareil. c'est Hem, pareil. ouais, vas-y, tu allais dire quelque chose? Ouais, j'allais dire, là où, par exemple, tu vois en bourse, typiquement, tu as à aller chercher, par exemple des cryptos, par exemple, tu peux aller chercher par exemple, pas des pardon, des cryptos, des actions, comme Total Energy et Mmh. cetera pour te sécuriser en crypto. Non, la vérité, c'est que quand on voit que c'est baissier sur le S&P 500 ou même, sur Bitcoin ou et cetera, faut se dire que il vaut mieux être out totalement du marché Bien ou sûr. à 90 plutôt que de prendre le risque de perdre. En fait, le problème des gens, c'est ils surestiment toujours leur tolérance au risque. C'est-à-dire Ouais. qu'ils sont là, ils disent: «Je suis prêt à perdre 40 Ceux qui perdent ces 40 leur wallet, il est en drawdown de 40 et derrière, ils veulent pas rajouter. Tu sais, ils ont leurs USDT de côté, ils disent: «Ah non, mais il faut que je reste», bah non, ça veut Ouais, dire que tu étais trop exposé si tu peux pas profiter de l'opportunité, tu vois ce que je veux dire? ouais, exactement. Je vois Et justement, ça, c'est un truc que je vois, mais tout le temps. C'est-à-dire, et pareil, dans la psychologie humaine, tu vois, quand je prospecte des prospects justement sur Instagram, etc., en fait, j'ai remarqué que les gens, des fois, ils préfèrent ne pas prendre, par exemple, d'accompagnement ou quoi, et perdre par eux-mêmes, et après, ils disent que la crypto, c'est un scam, que la crypto, c'est fini, etc., ouais. au lieu que de se former vraiment. C'est parce que c'est plus facile de mettre la faute sur l'actif que tu achètes que de la mettre sur toi-même. Ouais, ça, je suis je suis réellement d'accord et justement, c'est super parce que ce que tu viens de dire, je l'avais noté dans mes questions. Hem, la crypto, Mm. est-ce que ce serait pas un scam? Il y a aucun. En fait, le truc, c'est que il y a des scams en crypto. Ça, Ouais, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petits coins, etc. Mais quand on parle de Bitcoin, Ethereum, Solana, des grosses cryptos, etc. capitalisées, il n'y a pas de scam. En fait, je comprends pas comment les gens pensent que c'est un scam parce qu'en fait, c'est juste un jeu à somme nulle, mmh, comme n'importe quelle, tu vois, n'importe quelle action, ouais, entre guillemets. Alors, je vais me dire, il n'y a pas de résultat d'entreprise.
Mais sur l'or, il n'y a pas de résultat d'entreprise non plus. C'est vrai, c'est vrai. La seule différence, c'est que l'or, tu vois, c'est physique, c'est palpable. Tu me disais, les grosses cryptos, ne sont pas des scams. Je suis d'accord dans une grande partie des cas, mais si on parle, par exemple, du Luna, Ouais. tu vois? Le Luna, moi je me souviens, c'était quoi les 5 les 5 meilleures cryptos il y a, ne serait-ce que 5 ans? C'est pas tout à fait les mêmes, enfin, on va dire le top 10, c'est pas tout à fait Mm. les mêmes que le top 10 de maintenant, et dans les 10 qu'il y avait il y a 5 ans, bah, il y a le Luna, et le Luna a été un scam monstrueux. Ouais, c'était le plus gros scam. Après, c'était lié à FTX Ouais. aussi beaucoup. Et, et bien sûr, il y aura des scams tout le temps. Et par exemple, bah, récemment, j'ai call un scam justement qui était Rave. Je sais pas si tu as pu voir. Le truc Mmh. était passé, je Ah, crois, de ça 10 me parle. centimes à 21 $. Ouais? J'ai crié au scam. J'ai montré pourquoi. Parce qu'en fait, il y a moyen de savoir si c'est un scam ou pas. Parce que OK. avec ce qu'on va voir on-chain, on peut voir déjà qui détient les tokens. Donc qui les a? Le truc, c'est que par exemple sur Rave, là, celle que j'ai analysée, il y avait 70 ou 80%, même peut-être un peu plus, des tokens qui étaient détenus par les fondateurs. Les fondateurs avaient 80 de la supply? Plus, ouais, un peu plus. OK, Genre c'est c'était pas bon. 90%. Et dis-toi, ça a été dans le top 50, ça. C'est-à-dire que c'est Ouais, monté d'un coup. Donc c'est pour ça que je dis, et à ce moment-là, tout le monde disait qu'il fallait en acheter encore une fois. ouais, Et quand bah, j'ai oui, dit oui. que c'était un scam, parce que j'ai dit que c'était un scam avant qu'il descende, donc quand il était à 21 $ au top du marché, enfin il était plutôt à 16, mais il faisait que monter, quoi. Il a fait un ATH à 21. Et à chaque fois, quand j'ai dit que c'était un scam, on m'a dit non, mais t'es fou, c'est pas un scam, j'en achète, fais exactement l'inverse, etc. OK. Et après, bah, ces gens-là, tu vois, tu les entends plus au moment où ça descend. Là, actuellement, il est à 50 centimes. Ouais, Donc, il est passé de 21 à 50 centimes, tu vois. ouais, il Et y a en eu il y a eu, l'espace de c'est quoi le terme? 2-3 Un jours, quoi. rugs? C'est ça, c'est un rugs? Ouais, exactement, c'est ce qu'on appelle un rug, en gros. C'est-à-dire qu'ils ont manipulé le cours en jouant sur l'offre et la demande, sur les Ouais. échanges. Ils ont manipulé le cours parce qu'ils avaient tellement de tokens, etc., bah, qu'ils ont fait monter le cours par de l'offre et de la demande. Il y a des stratégies, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je sais qu'ils peuvent le faire. Et OK. derrière, ça a descendu. Et, D'accord. parce que eux, ils ont vendu. Et quand tu regardes en plus les adresses que j'ai montrées, j'avais montré un screenshot, je ne l'ai pas refait de montrer les screenshots, mais tu regardais les adresses, ils avaient 80% des tokens. Tu regardes l'adresse maintenant, ils ont 50%. OK. Donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup moins. Ouais, ils ont refourgué 30, enfin, 30%, mais 30%, c'est totalement énorme. bah, bien C'est sûr. pour ça que c'est passé de 21 $ à 50 centimes. Parce que 30%, enfin, tu vois, c'est comme si demain on vend 50% de Bitcoin. Ouais. Et surtout que là, c'est 30% d'un truc qui est beaucoup moins capitalisé. Donc, c'est juste énorme. OK. OK, OK. Et alors du coup, ça m'amène à une autre question, c'est comment tu fais, pour te préparer à ça? Toi, comment tu fais pour, bah, distinguer une bonne crypto d'une mauvaise crypto finalement? Ouais. Bah, en gros, j'ai un process d'analyse fondamentale assez clair. C'est-à-dire que je vais voir la tokenomics. Donc, c'est un peu ce que je t'ai dit. C'est-à-dire comment sont répartis les tokens. Et aussi, là, dans le futur, parce que tu vois, quand il y a un token qui sort, des fois, il y a que 10% des tokens qui sont en circulation. OK, Et il y a 90%, par exemple, qui va être release après, qui va être débloqué après. d'accord. Ah ouais, considère que je suis débile et Ouais. qu'il faut me l'expliquer de manière simple. Parce que Ouais. je pense, tu vois, c'est comme tout type de marché, il y a toujours, un jargon, des termes spécifiques, Hmm. et je sais que moi, je côtoie des personnes, j'ai discuté avec des personnes qui veulent pas s'approcher de la crypto parce que rien que les termes leur donnent mal au crâne. Tu vois, Ok. tokenomics ou autre. Donc Ouais. pour un peu, je ne sais pas du tout qui va regarder ce podcast, mais pour les néophytes, Ouais. essayer d'avoir, tu sais, d'expliquer un petit peu les termes de manière simple, comme si on voulait l'expliquer à un enfant de 5 ans. C'est pas Hmm. péjoratif, mais c'est le meilleur moyen de comprendre les choses. Ouais. Du coup, bah, la tokenomics, en fait, c'est euh, combien il y a d'argent. C'est comme si, tu vois, tu avais les euros. Mmh. Par exemple, il existe que 100 billets de 100 $ dans le monde. Et OK. en fait, là, actuellement, il en existe 100 billets, donc ils sont hyper rares. Ok. J'aurais dû prendre l'exemple avec une Ferrari, c'est mieux. Il existe 100 Ferrari La d'un Ferrari. modèle. Ouais. Et une Pas fois on est d'accord, pas que... pas la nouvelle Ferrari, hein, parce que personne n'en veut de celle-ci. Non, pas la nouvelle. OK, on est d'accord. Par exemple, je sais pas, là, il existe 100 nouvelles, 100 puros sangués dans le monde. Ouais, Une fois que on sait qu'il y a 100 puros sangués, forcément, bah, le prix, il est assez haut parce qu'il y a un effet de rareté. OK, Au moment où tu viens ajouter sur le marché 1000 puros sangués, forcément, elle est 10 fois moins rare. bien sûr. Donc elle perd, entre guillemets, c'est pas comme ça sur une Ferrari, mais sur le token, c'est comme ça, elle perd 90% de sa valeur, vu qu'elle est 10 fois Logique. moins rare.
Elle est plus accessible, donc forcément, elle a moins de valeur, ce qui est C'est logique. ça. Sur une Ferrari. Sur les tokens, du coup, ça fait que ça augmente la circulation, mais pour toujours la même market cap en vérité. OK. Et donc forcément, plus tu as de tokens plus tu as de crypto, de jetons de la crypto, qui sont bloqués, Mmh. plus, tu as un risque, du coup de pression inflationniste là-dessus. Ouais, ce qui est logique. Et du coup, ça, c'est un des critères les premiers à regarder. Par exemple, je pense au SUI. Je pense que tu as déjà entendu parler du SUI. Oui, effectivement, ouais. Il a fait un super run pendant le bull run et ça reste une crypto intéressante, tu vois? La technologie derrière, elle est intéressante et cetera. Mais moi, par exemple, pendant le bull run, je l'ai dit, c'est-à-dire que la crypto, au moment du bear market, elle va se faire détruire. Parce que la tokenomics, il y a trop d'émissions de tokens. Donc, non seulement tu as une demande qui est en baisse, plus tu as l'offre qui est en hausse, forcément, le prix baisse, quoi. Il y a pas Ce qui est il y a logique. pas d'autre solution. OK. Donc ça, c'est le premier critère, la tokenomics, c'est ça? Ouais. Et Après, après? deuxième critère, c'est la narrative. Donc ça, c'est un critère hyper important aussi. Narrative, en fait, c'est un peu dans quelle partie elle est. Quel est le sens de la crypto? Par exemple, il y a la narrative IA, il y a la OK. narrative Memcoin, il y a la narrative RWA. Donc c'est le principe de mettre sous forme de crypto des actifs du monde réel. OK. OK, donc un peu Donc comme, il y a plein de narratifs un peu comme ça, comme, tu vois. des «titres de propriété» entre guillemets? Enfin, C'est ça, ce serait ça? OK. c'est à peu près ça. En gros, par exemple, bah, moi, là, par exemple, il y avait une crypto que j'investissais, donc une toute petite crypto, une small cap, et cetera. Je dirais pas le nom, mais le truc, c'est qu'ils avaient, par exemple, un appartement, enfin une maison à Bali, Ouais. et donc les revenus, par exemple. Donc en gros, tu détiens un pourcentage de cette maison en achetant la crypto, un peu OK. comme une SCPI, C'est comme enfin, de posséder, des actions, d'une entreprise, en fait? exactement. OK. En fait, il faut se dire que la crypto, ça reste pas dans tous les cas, mais ça reste des actions d'entreprise. OK. Par exemple, Solana, au final, quand tu as un pourcentage de Solana, tu as un pourcentage de la blockchain. Solana, ça reste une entreprise, ça reste quelque chose qui. Il y a des transactions, etc. Ils font du chiffre Ouais. d'affaires, etc. Pareil pour Hyperliquid. Par exemple, Bitcoin, c'est un peu l'exception, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'entreprise et il n'y a pas un réel sens, on va dire, à, euh, à avoir du Bitcoin, en fait. C'est juste une réserve de valeur, c'est la reine des OK. cryptos. En fait, le sens, c'est quoi? Bitcoin, il tient parce qu'il est rare et parce qu'il est sécurisé et que c'est une manière de se décentraliser hors des banques centrales, hors de toute la matrice, si on peut dire, Ouais. euh, Est-ce que c'est des États. on va juste, reprendre, mais, est-ce que c'est toujours le cas? Étant donné qu'il y a énormément d'institutions qui sont dans la partie maintenant. Est-ce que tu es toujours hors de la matrice, Mm. s'il y a autant d'institutions qui possèdent, du bitcoin? Ouais, pour moi, t'es toujours dans la matrice parce que t'es toujours hors de la matrice plutôt Ouais. parce que honnêtement, Bitcoin, ça reste ok. Il y a des institutionnels, etc. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur le Bitcoin. Ok, ils peuvent le faire baisser s'ils vendent. Et encore une fois, on dit des institutionnels. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui investissent dans des ETF. Ouais. Donc eux, typiquement, eux, ils sont dans la matrix. Parce que forcément, en fait, ils détiennent pas leur propre crypto. Ils détiennent pas leur Bitcoin. Donc forcément, si par exemple la banque demain veut pas leur donner, Oui. pour X ou Y raison, ils ne leur donnent pas. Mmh. Mais par exemple, quelqu'un comme moi qui a ses bitcoins dans la Ledger, Oui, voilà, donc par en contre, il faut que tu les aies décentralisé. Pour ceux qui faut que tu connaissent les pas, aies en un gros, c'est portefeuille, hors système décentralisé. bancaire, c'est tout est stocké sur le réseau, D'accord. pour faire simple. Et hem et du coup, ceux qui l'ont comme ça, bah forcément, on est décentralisé et on est hors de cette matrice, tu vois? Et typiquement, enfin, moi j'ai été dans pas mal de pays, et cetera. Est-ce que, il y a une autre monnaie où tu peux arriver et sortir 200 000 $ dans la journée ou dans la minute? Par exemple, tu vas à Dubaï, tu peux maintenant acheter des appartements en crypto. Oui. Et la France n'aura rien à dire sur ça. Ok, si tu retournes en France, tu auras des trucs fiscaux, etc. Si jamais ils te chopent ou quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la liberté quand même de faire quelque chose. Tu peux quand même acheter ton appartement. OK. OK, OK. Donc, on récapitule, tokenomics, la narrative, Mm. quoi d'autre comme critère? En autre critère, ce que j'ai, c'est aussi l'argent total bloqué sur le projet. Donc ça, c'est plutôt pour les protocoles qu'on appelle DeFi. Donc c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. OK. Donc c'est comme la finance classique,
mais justement, elles se passent en décentralisé, donc elles dépendent d'aucune banque, et cetera, et tout est managé, bah, justement sur le réseau. D'accord. Et hem et donc ça, on peut voir par exemple un projet qui est sous-évalué, par exemple à certains moments. Je pense par exemple à Morpho récemment qui a bien performé. Bah, ça j'avais pu le voir, j'avais pu l'anticiper justement parce qu'on avait une hausse qu'on appelle de la TVL, donc ça s'appelle Total Value Lock, c'est l'argent qui est bloqué sur le protocole par OK. rapport à la market cap, donc la capitalisation boursière, sur le qui était, sur la crypto. Et donc forcément, on avait une décorrélation avec le fait que, bah, cette fameuse TVL, elle montait et la market cap descendait parce qu'on était en marché baissier, mais ça n'empêche que c'était une crypto hyper intéressante à aller chercher. Et d'ailleurs, je crois que ce mois-ci, elle a fait, je sais pas, 50, un truc comme ça. D'accord, OK. Pas mal. Ouais, 50, c'est plutôt c'est une plutôt belle bien, perf, ouais. surtout en bear OK. market. Surtout en bear market, c'est vrai. Mmh. Ouais, bah, en plus, c'est vrai qu'en crypto, comme pour les actions, si tu fais du spot, de toute façon, tu ne peux que profiter des hausses Mmh. et tu peux pas profiter des baisses. Ben, en soi, en fait, tu peux profiter des baisses si justement tu fais du trading à levier, mais tu peux le faire en termes d'investissement, je le fais. Par exemple, là, j'ai profité de la baisse récente, là, je l'ai tradé justement, Mmh. mais avec un levier très faible. Donc globalement, souvent, quand j'achète, par exemple, là, j'avais tradé avec un levier 2 et là, récemment, pour la baisse, j'avais tradé avec un levier 10. Donc là, il y a plus de OK, risques. bien sûr. Mais je mets forcément un petit pourcentage du portefeuille, très petit. Mais par contre, quand on est en levier 2, par exemple, si on veut vraiment être sur la baisse, c'est très simple. On veut, shorter de, 200 €, 200 $. Mais on a juste à mettre 100 $ en levier 2 Ouais. et le reste, on le met en marge et c'est tout. Oui. Et comme ça, bah, tu peux pas te faire liquider. Enfin, pour que tu te fasses liquider, vu que c'est un short, il faudrait que ça fasse plus que fois 2. Ouais. Et donc tu peux shorter, donc tu peux profiter de la baisse. OK, donc en fait, tu jongles, tu as gardé un petit côté trading, c'est que Mmh, tu vas, short le marché en levier c'est ça, et par contre acheter en spot? ouais. OK, donc tu spécules Et sur les j'achète ventes aussi et en tu levier. achètes, tu aussi en levier? OK. Ouais, j'achète un peu en levier, mais globalement, je fais plus sans levier pour la partie principale de mon portefeuille, mais j'ai 10 qui est en levier OK, d'accord. de mon portefeuille. Et tu vas me dire peut-être pourquoi je le fais? C'est juste parce que, ça me permet, j'aime bien pouvoir acheter agressivement à bottom, comme ça avec le levier et derrière, ça évite de exposer tout mon cash et comme ça, si ça descend plus, bah, je peux plus lisser mon prix, tu vois? OK, Tu vois, je peux être par exemple, je peux mettre 10 000 $ en x2, j'aurai 20 000 $ de position, j'ai 10 000 $ en back et ces 10 000 $ là, je peux les remettre si on perd par exemple, je sais pas, 20-30 tu vois, sur le bitcoin et du coup, ça OK. me permet de lisser et d'avoir un meilleur prix d'achat tout en étant toujours exposé au max et après derrière, en plus, j'ai encore plus de performance parce que forcément tu augmentes ton risque, mais tu augmentes aussi ta performance par 2. Et surtout que tu augmentes ton risque avec du gain fait et pas avec ton capital initial. C'est ça, Ouais, OK. Donc c'est toujours. là où tu te retrouves finalement à alterner entre du niveau clé et du Mmh, DCA, puisque si c'est ça ça. recreuse, tu utilises les profits que tu as fait sur ton buy, donc en spéculation, hein, donc ton levier. Si ça recreuse, tu utilises le profit pour acheter plus profondément. En fait, j'achète, seulement, heu, sur des niveaux clés, mais également en DCA. C'est-à-dire que je vais faire du DCA hyper agressif, mais genre, par exemple, 20 par 20 par 20 tu vois? Quand je rentre OK, et contrairement à juste acheter d'un coup tout, parce qu'en fait, c'est impossible d'avoir un bottom exact. C'est très dur ouais, d'avoir un bottom exact. Mais par contre, on peut globalement acheter et vendre proche des bottoms et proche des tops. C'est vraiment ce que je fais. À 5, 10, 15, 20 près, bah, tu es au top ou tu es au bottom, tu vois? OK, OK, Tu vas me OK. dire 5 entre 20 c'est une énorme «marge» entre guillemets, mais on reste sur du bitcoin et des fois 20 bah, sur le crash, ça peut le faire pendant la journée, pendant qu'il y a une forte volatilité. C'est vrai. OK, ça marche. Non, vraiment, plutôt intéressant comme, stratégie d'investissement. Je pense qu'en plus, c'est des choses qui peuvent être, facilement dérivables sur, la bourse pour ceux qui sont plus Ouais, ça bourse. marche carrément. OK, Typiquement, bah, en fait, ma strat, si on l'utilise, on peut l'utiliser en bourse. Juste, ce que je conseillerais avec ma strat, c'est plus d'aller chercher des grosses actions. Par exemple, moi, j'avais fait un play, par exemple, sur Google. Tu vois, je oui, vais chercher des grosses actions quand elles sont justement sous-pricées et que tout le monde commence un peu à paniquer, qu'il y a des histoires de guerre, qu'il y a des histoires de tarifs douaniers, des trucs comme ça. ouais, Et il y a souvent des bonnes opportunités. Bah, typiquement, Google, depuis j'avais acheté pendant les tarifs douaniers aussi, bah, il est à 110 je crois, 120
Enfin, c'est Pas mal. c'est en un an, 120% en bourse, c'est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est énorme. Bah, moi, je me souviens, dans les premières actions que j'avais pu acheter, bon, j'ai vendu bien trop tôt, mais c'était Denison Mine. Donc, ça date d'il y a 9 ans, je crois. Euh, c'est une mine d'uranium. Ouais. Et pour ceux qui peuvent faire leurs recherches, qui regardent un petit peu ce que j'ai manqué, entre guillemets, mais j'étais pas formé, j'étais pas prêt. Et oui. Hem, L'uranium, enfin tout ce qui est mine d'uranium et tout, ça a vachement augmenté, surtout avec les histoires de conflits et les histoires de dépendance énergétique, donc du coup peut-être retourner sur le nucléaire et autres. Forcément, ces actions-là ont grimpé. Ouais, Donc hem, carrément. donc c'est là où, et je pense que ça va être ma dernière, on va dire ma dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais pour bien se former? Premièrement, je dirais qu'il faut observer le marché et se dire en fait, il y a 2 choix. Soit on part avec de l'argent qu'on peut perdre à la base. Ouais, Donc là, on va perdre potentiellement 4 ans, entre guillemets, à se former avec en soi-même. Donc on part avec 1 000 € par exemple et on voit ce qu'on peut faire avec. OK. Donc si tu y arrives, ça veut dire que tu as compris quand même pas mal de choses. Si tu y arrives pas, ce qui est probablement, vu qu'il y a 90% des gens qui y arrivent pas, c'est ce qui va sans doute se passer, bah, au moins tu auras appris de tes erreurs. OK. Ou sinon, en fait, le truc, c'est que dans l'investissement, contrairement, entre guillemets, au trading, tu prends une position, t'en sors, c'est fini. Et si tu as risqué 1%, tu as perdu 1% et puis voilà. En fait, en investissement, que ça soit en crypto ou en bourse ou n'importe où, tu pas le droit de te planter. Parce que si tu te plantes, c'est des années que tu perds pour faire Ouais. fructifier ton argent et c'est aussi des milliers et des milliers de dollars de ton patrimoine. OK. Et donc forcément, moi, ce que je préconise, c'est toujours de se former. Moi, je me suis formé, hein, avant de commencer, je me suis formé avec des traders, même des gens dans la crypto et cetera. J'ai rejoint des groupes privés, j'ai payé beaucoup. Ouais. Mais en soi, en se formant, c'est vraiment ce qui m'a permis, bah, dès le premier cycle, d'arriver et de générer énormément d'argent et après j'ai voulu créer mon accompagnement. OK. Mais, mais vraiment, il faut se former avant d'investir, surtout en crypto. Si vous voulez pas vous former, vous voulez pas investir, DCA du S&P 500, DCA du Bitcoin à la limite, voilà. Encore le S&P 500, si on regarde, par exemple, même les ratios, cours, bénéfices, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est sur 35. On a 35, c'est-à-dire qu'il se valorise en moyenne à 35 fois les bénéfices, ce Ouais. qui est juste énorme en bourse. Donc typiquement, je sais pas si je recommanderais ça, tous les influenceurs qui vous disent 10% par an avec le S&P 500 et cetera ou 8% et cetera tous les ans, à peu près en moyenne, Ouais. ils vous montent. Parce que OK, ça a été le cas, pardon, pendant le passé, mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas dans le futur. Qu'on voit les Ouais. valeurs actuelles, faut aussi pas oublier qu'on a eu, plus de 15 ans, ou 10 ans d'oubli, c'est-à-dire où on était baissier sur le S&P 500 et donc ces cycles, ils se répètent. C'est comme le gold. Le gold, pareil, tous les 30 ans, on a un up à peu près. Si on regarde le graphique, tous les 30 ans, on a un up, mais Ouais. par contre, derrière, bah, on a toujours un down et le down, si on regarde tous les derniers down, c'était 70-80%. Donc c'est pareil, je pense qu'il faut bien manager l'investissement actif. Je trouve que c'est la seule clé qui va te permettre, d'aller chercher de la performance en risquant moins si tu es formé. Parce qu'au Oui. final, les gens pensent qu'il y a plus de risques parce que tu es actif justement, mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Moi, je me sens vraiment pas en sécurité avec le fait d'avoir mon capital investi dans le S&P 500 à long terme. Je me Ouais. sens pas en sécurité par rapport à ça. Je me sens beaucoup plus en sécurité en achetant du Bitcoin, en le revendant et cetera, tout en ayant une vision long terme, mais une vision, on va dire, plus moyen terme. On ne parle pas de 20 ans. Ouais, bah, je pense que là, tu parlais du S&P 500, je pense que tu te sentirais plus en sécurité si on avait un gros drop comme il y a eu, par exemple, au moment du Covid, où là, tu dis: «J'ai acheté quand ça a coulé». Là, dans tous les cas, il y a peu de C'est ça. probabilité que ça repasse réellement en dessous, quoi. Exactement. Exactement. Bah, c'est vraiment ma strat, hein, c'est acheter quand ça coule Ouais, globalement et acheter des bonnes valeurs, quoi. OK. C'est-à-dire que sur les cryptos, je vais aller chercher du Bitcoin, je vais aller chercher du Solana et je vais aller chercher d'autres cryptos avec tout un process d'analyse fondamentale. On a évoqué deux trois points, je vais pas évoquer tous les points, mais Je j'en ai 8 je en me fait doutais des qu'il y points. avait le fondamental, tu en as brièvement parlé, sur les autres questions, donc je vois que le fondat a une importance aussi. Je dirais que c'est tout. En fait, le fondat, c'est hyper important
Je pense que c'est la majorité, je dirais que c'est 80% même. Et après, on va dire, dans mon sens, là où c'est un peu l'opposé du trading, c'est Mmh. 10-15% d'analyse technique. OK. Parce que l'analyse technique, même, je serais capable d'investir sur le Bitcoin juste en regardant le prix, sans regarder le graphique et juste avec mon analyse fonda, quoi. Ouais, C'est plus le prix qui va me donner un timing également, en plus de l'analyse fonda. ça marche. Alors, bah, écoute, franchement, je te remercie pour, toutes ces infos. Moi qui suis pas spécialement orienté crypto, je suis assez content d'avoir, ces détails-là. Hem, Juste une petite dernière question, c'est c'est quoi ta vision sur le monde des cryptos, d'ici, je parle de du monde de l'écosystème, en fait, de l'évolution de tout ça, d'ici ne serait-ce que 10, 15, peut-être 20 ans? Alors, en fait, ça dépend de beaucoup de choses parce qu'il y a quand même l'IA, et cetera, et qui pose des questions sur les marchés financiers à terme, mais sur les marchés financiers plus global, je trouve. Ouais. Mais Tu parles de globalement, la bulle IA? non, pas spécialement de la bulle, mais justement, moi, j'ai pas encore, énormément de recul là-dessus ou de retour, mais je me dis qu'à un moment, l'IA, si elle devient tellement intéressante et tellement forte que, par exemple, le trading ou l'investissement, et cetera, en fait, elle ferait mieux que nous, Non, à terme. Tu vois? Peut-être un jour, je ne sais pas. je pense pas parce que, pour moi, les marchés sont organiques. Mmh, C'est de l'organique, ce sont des humains derrière. Ce sont ouais, clairement. des humains. Alors il y a un livre qui est très bien pour, comprendre un petit peu la psychologie dans le trading. Il y en a 2, mais il y en a un qui est assez accessible et tout. C'est de Mark Douglas, «Entrer dans la zone» OK. et d'ailleurs je t'invite à le lire, tu verras, même toi qui fais de l'investissement, il y a quelque chose d'intéressant dedans. À un moment, il parle d'un trader qui est très bon techniquement et tout et il a tout analysé sur un actif, je crois que c'était sur le blé et donc pour lui, tu vois, il fallait acheter. Tout était bon, tous les feux étaient au vert pour acheter, du stock. Sauf que, à l'autre bout du monde, il y en a qui ont pris la décision de vendre. OK. Et donc du coup, tout était bon et pourtant, quand il a buy, il y en a qui ont short en face, ce qui fait que le prix a crashé. C'est une histoire à plusieurs, je crois que c'est 60 millions de pertes, Mmh. un truc Je comme crois que ça. j'ai déjà entendu en plus l'histoire. Hem, Ça pour moi, l'IA ne peut pas l'anticiper. Bah, en fait, le truc, c'est que ça, c'est si tu pars du principe que au moment moi, je parle vraiment dans un futur plus lointain où l'IA manage tout et que tu gères plus tes propres finances. Là, c'est si on part du principe que les humains managent leurs finances parce que justement, il y a le risque humain. Mais si demain, on vient à avoir 100 d'IA qui manage les finances des gens, Mmh. il y aura plus de performance à aller chercher vu que ça somme nul. Je Mais bon, pense ça je pense pas. prendrait encore des années, tu vois? Je pense pas que ce sera le cas pour la simple et bonne raison que on va dire que j'aime pas ce terme, mais on va dire que les puissants, de ce monde ne sont pas assez cons, en tout cas je Oui, ils ont l'espère, aucun intérêt à le faire, ça, c'est clair. laisser la gestion financière à une IA. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair qu'ils ont aucun intérêt à le faire. Il y a que, il y a que pour moi, il y a que les influenceurs qui te disent: «Ah l'IA peut trader à ta place et tout», les trucs comme Ouais, ça. ça, c'est des conneries actuellement. Les gros portefeuilles, je suis désolé, c'est pas l'IA qui gère leur portefeuille. Ouais. L'IA peut apporter des informations, mais c'est pas l'IA qui gère les portefeuilles et même à terme, je ne pense vraiment pas que d'énormes portefeuilles prendront la décision: «OK, on file les clés à Mmh. une IA, aussi performante soit-elle». Bah, honnêtement, je le voyais mal pour le moment. Après, heu, je reste humble dans le sens où je voyais enfin, si tu m'avais dit, en 2010 ou en 2015 que Claude se ferait ce qu'il fait maintenant, tu vois? J'aurais pas cru non plus, tu vois? Ouais, mais alors ça, tu vois, ça me surprend pas, ça me surprend pas et tu vois, moi, c'est pareil, du coup, tu vois, on part sur un aparté. Hem, il y a au moins 15 ans de ça, ouais, là, je fais le daron, tu vois? Je te dis, au moins 15 ans de ça, peut-être même 20 ans, non, au moins 15 ans. J'avais un prof qui disait, «Vous verrez plus tard, d'ici 1 ou 2 ans», tu vois, c'était juste une projection à 1 ou 2 ans, tout le monde parlera à son téléphone plutôt que d'écrire. Puis je disais: «Mais Mmh. c'est stupide». C'est stupide, tu aucune envie que les gens autour de toi entendent la conversation ou quoi que ce soit. Donc non, les gens vont continuer à écrire et bah, force est de constater que, on fait tous des vocaux maintenant. Et ouais, Mais je pense vraiment que la partie finance, c'est vraiment un domaine qui est différent parce que la finance régit le monde, qu'on le veuille ou non. clairement. Je pense pas qu'on filera, les De clés toute à une IA. façon, en tout cas pour les gens qui nous regardent, moi, dans l'horizon de temps que je parle,
dans tous les cas, les gens auront le temps de devenir riches entre-temps Ouais, grâce à la finance. C'est-à-dire que je parle à plus de 50 ans, tu vois? Donc dans tous les cas, il y a encore largement de la place de faire. Après, pour ma vision sur la crypto à long terme, moi, je pense que le Bitcoin, ça va devenir de plus en plus rare. Je pense que le Bitcoin, ça va devenir, il touchera, c'est sûr, j'en suis sûr à 100% qu'il touchera les 1 million un jour. OK. Il y touchera, il ira. Ça va prendre du temps, ça va pas se faire demain, mais il ira un jour, peut-être dans 30-40 ans. Il ira à 1 million parce qu'il y aura cet effet de rareté et en plus de ça, il faut se dire qu'entre temps, les banques centrales, elles vont continuer d'imprimer du cash, d'imprimer des monnaies. C'est-à-dire que le dollar que vaut maintenant, si on compare déjà au dollar des années 80, il Ouais, vaut bah, 5 oui, oui. fois moins. Ouais, Donc avec 5 fois moins, donc là si on fait la même chose entre par exemple les 80 et maintenant, ça fait 45 ans. Si on fait la même chose dans 50 ans, ça voudrait dire que le Bitcoin actuellement vaut, bon, on va l'arrondir comme s'il valait 100 000 $, il vaudrait 500 000 $, tu vois? ouais, Déjà. Donc en fait, tu vois? Juste comme ça, il faut se dire qu'en plus, il y a de la rareté. Il y a 20 millions de bitcoins qui sont sur le marché et il y en aura 21 millions au max. C'est-à-dire qu'il reste plus beaucoup oui, c'est à en avoir. 2104, je crois. Ouais, en plus, c'est dans très longtemps parce que plus on avance, il y a le halving tous les 4 ans qui divise par 2 la production de bitcoin Mmh. et donc plus on avance, moins il y a forcément d'offres et la demande, elle fait qu'augmenter si on regarde. Ouais, À chaque fois, elle augmente la demande à chaque cycle. Maintenant, il y a les ETF, après il y a eu les États. Les États, ils ont commencé, mais ils vont continuer, ils vont aller plus parce que là, c'était le premier cycle. Ça venait de sortir un petit peu en mode Bitcoin institutionnel, mais il faut toujours 4-5 ans avant que ça s'adapte. Du coup, prochain bull run, on va avoir les États qui vont se ruer sur le Bitcoin. On a des entreprises qui commencent à en accumuler dans leur stratégie. Alors forcément, le Bitcoin, ça sera plus le Bitcoin du peuple comme ouais, on on l'a est eu, d'accord. mais forcément, ça c'est inévitable. C'est comme une boîte comme Nvidia, ça ne peut pas être elle est obligée d'être achetée par plein de institutionnels, c'est obligé. Ouais, Enfin, quand il y a quelque chose qui marche bien, qui monte tout le temps, qui est très capitalisé, bah forcément les institutionnels, ils se mettent dessus. C'est juste le truc de liquidité. Par exemple, une petite crypto, un même coin, jamais il y a les institutionnels qui vont se mettre dessus. Pourquoi? Bah parce que en fait, ils peuvent pas injecter assez d'argent dessus sans que ça fasse bouger trop le cours. oui, c'est sûr. Et c'est vraiment le principe. C'est pour ça que d'ailleurs, bah, toi qui trades le forex, les institutionnels, ils sont massivement présents sur le forex parce que Ouais, c'est le marché où il y a le plus de liquidité. c'est clair, c'est clair, c'est un marché très liquide, ouais. Mm, D'où le fait que ce soit «peu volatile» entre guillemets. c'est ça. Yes, ça marche. Heu, donc là, du coup, je pense qu'on peut clore un petit peu, cette leçon sur la crypto. Je te remercie pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Sur Instagram, Maël Invest. OK. Sur YouTube, Maël. On mettra les liens de toute façon dans la Oui, les liens seront en description. description de la vidéo, ouais. Et puis ouais, venez me parler sur Insta. Je suis ouvert, je réponds à tout le monde. Il mord pas. Et je ne mords pas. Ça marche. Bah, écoute Maël, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi.